Donc, tout de suite, on va passer à une séance webinaire avec un grand ami, Dr Bsila, de Tunis, qui est un médecin généraliste, qui est un bel homme, un bon médecin. La réputation nous arrive de Tunis. Donc, cette séance qui va être consacrée à la corticothérapie intranasale. Et cette séance, elle est sponsorisée par les laboratoires GSK. Donc, merci beaucoup, Dr Bsila, d'être avec nous. Et vous passez notre bonjour aux amis médecins généralistes, les médecins de Tunis et à Tunis en compte. À vous la parole. Tout d'abord, je tiens vivement à vous remercier, docteur, cher confrère, monsieur le président, tous les membres donc, de MG Maroc pour cet excellent événement, cet excellent congrès. Vraiment, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, vous avez fait le nécessaire, je vous remercie vivement. Je suis docteur Bsila Nasr, je suis actuellement medical manager et responsable médical sur les deux aires thérapeutiques, respiratoires et allergies au sein des laboratoires GSK. Je suis basé à Tunis comme je le dis toujours, je souhaiterais, Inch'Allah, être parmi vous en présentiel. J'espère que la situation pandémique s'améliore et on pourra, Inch'Allah, revenir à faire les événements en présentiel. Juste avant de partager mon écran, combien j'aurai de temps pour ne pas piétiner sur les autres présentations? Vous avez entre 20 et 25 minutes. Ok, donc je vais noter ça. Merci beaucoup. Alors, la thématique d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, va être autour de l'allergie, mais plus précisément sur la rhinite allergique. Et ce qu'on va essayer de voir, et je vais essayer de partager avec vous de nouvelles données publiées récemment par rapport au choix et aux particularités pharmacocinétiques et dynamiques des corticoïdes par voie intranasale ou bien des rhinocorticoïdes. Donc, on va essayer de voir quels sont ces critères-là et quel est l'impact pour nos patients qui souffrent bien sûr de rhinite allergique. Donc, voici mes conflits d'intérêts. Donc, cette présentation entre dans le cadre du symposium promotionnel de GSK. Alors, pour commencer, il est bien de rappeler que la rhinite allergique, c'est une pathologie allergique qui touche donc un organe sensitif très important, à savoir le nez. Elle est due donc à une inflammation de type allergique médiée par les IgE et cliniquement, elle se présente par une symptomatologie faite de rhinorrhée, de congestion ou d'obstruction nasale, prurite nasale et éternuement. J'ai pris cette définition-là de l'ARIA de 2008, mais sachez que c'est une définition qui a été mise pour la première fois en 1928. C'est une pathologie donc, qui est généralement déclenchée par une exposition allergique à différents types d'allergènes, principalement les pollens, et donc ça va donner ce qu'on va appeler une rhinite allergique saisonnière, donc c'est des symptômes qui vont apparaître par saisonnalité, ou bien une exposition allergénique, plutôt pour des allergènes qui existent au niveau de la maison, ou bien lorsqu'on va avoir une exposition professionnelle, et ça peut donner des tableaux de rhinite allergique qui sont perannuels ou sur toute la durée de l'année. Alors, en termes de prévalence, on estime que voici quelques chiffres de part de monde, mais on estime que d'une façon moyenne, la prévalence, elle arrive jusqu'à 40%. Donc, c'est des chiffres qui sont très importants. Donc, finalement, 40% de la population mondiale souffre de rhinite allergique. Dans certains pays, on va voir le Japon, par exemple, ça peut arriver jusqu'à 60% de la population générale. Donc, c'est une pathologie qui devient de plus en plus fréquente, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Ce qui est aussi important à noter, c'est que cette pathologie-là va avoir un impact très considérable sur les patients et on estime que plus de 70% des patients qui souffrent de rhinite allergique de par le monde ne sont pas contrôlés d'une façon optimale et ça va impacter considérablement les patients. Plusieurs facteurs jouent dans l'augmentation de cette prévalence-là de la rhinite allergique, principalement, et là j'ai pris
quelques chiffres de certaines publications. L'urbanisation croissante, l'augmentation et l'amélioration des niveaux de vie, l'augmentation et l'exposition aux facteurs polluants améliore et plutôt fait que ça engendre une augmentation de l'exposition allergique. Le dioxyde de carbone qui est engendré par la pollution constitue aussi parfois un engrais pour certaines plantes très allergisantes. Les facteurs climatiques avec la sécheresse, avec l'augmentation des chiffres de température au niveau mondial, ce sont des facteurs qui ont été mis en évidence comme étant des facteurs favorisant les allergies d'une façon générale et l'exposition allergénique et d'où l'augmentation de la prévalence de la rhinite allergique. Comme on a dit, donc des chiffres très importants, mais surtout, cliniquement, c'est une pathologie assez simple. Je ne parle pas des complications, bien sûr, mais c'est une maladie très impactante sur la qualité de vie des patients. On va trouver des patients qui vont être impactés en termes de sommeil. C'est des patients suite à, par exemple, l'obstruction nasale, vont respirer, par exemple, par la bouche. Donc, ils vont refler le soir, vont pas bien dormir et donc, ils vont avoir une mauvaise qualité de sommeil. Un réveil difficile, ça va impacter la productivité dans la journée. Et donc, vous voyez que c'est un impact très considérable. Chez les enfants, ça engendre même des troubles de l'apprentissage à l'école, même des troubles émotionnels et de l'irritabilité chez certains patients par manque de sommeil et de fatigue. Chez les adultes, ça va plus impacter donc le bien-être mental, mais surtout la productivité au travail. Donc, vous voyez que une simplicité dans le tableau clinique, dans le diagnostic, dans la prise en charge, on va le voir aussi. Mais dans l'autre versant, c'est une maladie très impactante sur la qualité de vie des patients. Et c'est pour cela que, je souligne cela, le patient va jouer un rôle capital dans la réussite de sa propre prise en charge, on va le voir. Alors, d'où les objectifs, effectivement, du traitement, de la prise en charge de cette maladie-là. Bon, ça va de soi qu'on va essayer d'avoir une disparition de la symptomatologie gênante, améliorer donc la qualité de sommeil chez les patients-là. Et donc, ça va aider à entreprendre toutes les activités d'une façon normale, mais aussi agir sur le traitement qu'on va donner. On va privilégier des thérapeutiques avec moins d'impact sur le patient, moins d'effets indésirables certainement, mais aussi moins de facteurs qui vont gêner le patient. Et on va voir après quels sont ces facteurs-là qui peuvent faire que le patient va être gêné par une thérapie ou une autre, même si je donne des classes thérapeutiques qui sont finalement efficaces. Ces considérations-là relatives au choix du traitement, je prends ces considérations-là pour le choix des différentes thérapeutiques, des dernières recommandations de l'ARIA, et donc c'est une publication de Jean Bousquet qui est l'une des grandes sommités dans le domaine de la prise en charge de la rhinite allergique. Pour le choix d'un traitement, il faut que bien sûr le traitement doit agir rapidement, bien sûr, mis à part l'efficacité et l'innocuité, et ça, c'est un point sur lequel on va revenir tout au long de la présentation. Aussi, l'historique de réponse au traitement, ça, c'est un point très important. Il est tout à fait normal qu'un patient qui n'a pas répondu à une classe thérapeutique ou qui a présenté certains, je dirais, désagréments lors de l'utilisation d'une classe de traitement, c'est tout à fait normal qu'il ne faut pas revenir et vice-versa. Si on a une réussite de traitement, privilégier cette classe de traitement. Aussi, les traitements en cours, on va le voir, le traitement n'est pas figé dans le temps. Pour la rhinite allergique, il est évolutif dans l'escalade et même dans la désescalade thérapeutique. Privilégier aussi les stratégies d'autogestion, c'est là où on va faciliter cette prise en charge là pour le patient. Et donc, tous ces facteurs-là, je vais passer très rapidement, mais tous ces facteurs-là sont très importants effectivement à prendre en considération. Il est aussi important de classifier le grade de sévérité de la rhinite allergique lorsqu'on va choisir le traitement. À partir de 2008, pour l'ARIA toujours, et toujours l'article de Jean Bousquet, avec bien sûr tout un panel d'experts dans le domaine, ont classé la rhinite allergique selon deux critères ou deux particularités. Un, la durée des symptômes. Lorsque les symptômes vont durer moins de 4 jours par semaine ou moins de 4 semaines consécutives,
on va dire que la rhinite, elle est intermittente. Lorsque les signes durent plus de 4 jours par semaine et plus de 4 semaines consécutives, on va dire que le patient présente une rhinite allergique persistante. Après, le deuxième critère, c'est la sévérité des symptômes. On va avoir des signes qui vont être considérés comme légers. Et là, c'est l'absence de tous ces signes-là, c'est-à-dire le patient n'a pas de trouble de sommeil, n'a pas d'altération de l'activité, n'a pas de difficultés au niveau du travail ou chez les enfants, la productivité scolaire, et pas de symptômes gênants. Donc, il faut avoir une absence de tous ces signes-là pour dire que la symptomatologie, elle est légère. De l'autre côté, on va dire que le patient présente une rhinite allergique modérée à sévère, et là, c'est au même pied d'égalité dans l'évaluation de la sévérité. Donc, modéré à sévère, c'est le même niveau, et même pour le choix de traitement, ça va être la même chose. Il suffit d'avoir un seul de ces symptômes-là, de ces signes-là et de ces éléments-là pour dire que le patient est modéré à sévère. Donc, finalement, on va avoir 4 types de rhinite allergique. Des patients qui vont avoir une rhinite allergique intermittente légère, intermittente modérée à sévère, ou plutôt persistante légère, persistante modérée à sévère. Alors, la nouveauté, c'est à partir de 2020 que on a introduit dans l'ARIA une nouvelle approche d'évaluation de la sévérité des patients, c'est l'utilisation d'échelles visuelles analogiques. J'ai vu ma confrère qui est passée avec moi, avant moi, qui a parlé justement de certaines pathologies, notamment de la douleur. C'est une échelle qu'on utilise très fréquemment pour évaluer la douleur. Dans la rhinite allergique, ça a été introduit et c'est une échelle donc très simple qui varie de 0 à 10. Et c'est lorsqu'on va poser les bonnes questions pour le patient sur les symptômes qu'il éprouve, c'est selon cette échelle-là qu'on va donner un score et donc sur la base de l'évaluation du patient, après, choisir la bonne approche de traitement. On peut dire que c'est une évaluation plutôt subjective par rapport au patient, mais c'est bien d'avoir au moins une vision. On peut utiliser les deux façons d'évaluer, mais ça va aider à ce qu'on inclue le patient dans sa prise en charge thérapeutique et donc faire le suivi après avec la même échelle pour évaluer. Après, pour le choix du traitement, donc ça va être basé sur cette même échelle-là. Si on a un patient qui n'est pas traité, pour un score qui est inférieur à 5, toutes les classes thérapeutiques sont recommandées de première intention à une utilisation, bien sûr, en monothérapie. Si le score il est supérieur ou égal à 5, si les signes sont intermittents, donc quelle que soit la classe, si les signes sont plutôt persistants, c'est les corticoïdes seuls ou en association aux antihistaminiques qui sont recommandés. Et on est amené à revoir et réévaluer l'échelle visuelle chez les patients pour pouvoir escalader ou faire la désescalade thérapeutique. Pour les patients traités, la même chose. On est censé évaluer et avec la même technique, l'échelle visuelle analogue et après faire l'escalade thérapeutique, la désescalade thérapeutique selon l'évolution des symptômes. Ça, c'est pour ARIA. Ce tableau-là résume toutes les, entre parenthèses, les recommandations à une échelle internationale, que ce soit pour l'ARIA, la Joint Task Force donc, américaine, les recommandations de l'American Academy of Otolaryngology, les recommandations de la British Society of Allergy, les recommandations et le consensus des UK, des experts de l'UK, les recommandations de la Société japonaise d'allergologie. Il est clair que pour le choix des différentes classes thérapeutiques, comme vous le savez, on a plusieurs types de classes thérapeutiques, mais ce qui est clair, c'est que lorsque les signes sont persistants ou modérés à sévères, donc pour les 3 types de rhinite allergique, sauf l'intermittente légère, les corticoïdes par voie intranasale ou les rhinocorticoïdes seuls sont les traitements de première intention chez les patients qui souffrent de rhinite allergique. Donc, pour résumer, c'est les traitements, c'est la pierre angulaire de la prise en charge. Après, j'ajoute ou non un antihistaminique par voie orale. Je peux ajouter un antihistaminique par voie intranasale aussi. Je peux rester aussi sur des antihistaminiques
seul ou par voie orale, seul ou par voie intranasale. Mais ce qui est clair, c'est que la place des corticoïdes par voie intranasale, c'est une place de pierre angulaire pour la prise en charge de cette pathologie. Et donc, je reviens à la thématique principale de cette présentation. Là, c'est les propriétés pharmacologiques, pharmacocinétiques et dynamiques des corticoïdes par voie intranasale. On a différentes classes de corticoïdes. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça peut impacter la prise en charge? Est-ce que ça peut impacter le choix du traitement? On va essayer de voir ça et je vais partager avec vous une récente publication qui a été faite en 2021 et qui s'est justement intéressée sur l'efficacité des corticoïdes inhalés, mais aussi l'activité systémique, on va le voir, mais aussi l'index thérapeutique. Alors, cela m'amène à vous amener quelque part dans l'historique de la découverte de cette classe thérapeutique, pas seulement dans l'utilisation de la rhinite allergique, mais aussi les corticoïdes d'une façon générale. On démarre dans les années 1900 avec l'utilisation pour la première fois des extraits de glandes surrénales comme pour les vertus anti-inflammatoires. Les années 30, la découverte de la cortisone et du cortisol. Les années 50, la prédnisolone et la dexaméthasone. Après, dans les années 60, l'utilisation de la forme nébulisation de la dexaméthasone. Les années 70, donc la beclométhasone dipropionate. Les années 80, le triamcinolone, budesonide, les années 90, la fluticasone propionate, 2000, cyclésonide et furoate-mométhasone, et c'est à partir des années 2010 qu'a été découvert le furoate de fluticasone. Et ce qui est aussi important à mettre en évidence, c'est que tous les corticoïdes que vous voyez ici partagent tous excusez-moi, un même noyau cortisol. Et ce même noyau-là, vous le voyez ici, il est partagé quel que soit le corticoïde. Par contre, ce sont les différents esters qui vont se coller, vous le voyez ici en schématique, sur les différentes formes chimiques des différents produits. Et ces changements-là structurels et ces ajouts-là qui vont apporter le changement en termes d'efficacité et de tolérance. Je prends l'exemple du furoate de fluticasone, donc le corticoïde qu'on utilise dans notre produit Lavamis pour la rhinite allergique. C'est grâce à l'ester furoate 17 alpha qu'on va avoir plus, on va le voir, hein, ça a été démontré. Ça, c'est vrai que c'est schématique, mais on va le voir à travers les études qui ont été publiées. Ça aide à mieux, vous le voyez ici, s'attacher sur le récepteur au glucocorticoïde. On rappelle que le récepteur corticoïde, il est en intracellulaire, plutôt en cytoplasmique. Donc, le corticoïde, quel que soit, doit passer la membrane cellulaire, se coller sur le récepteur cytoplasmique. Et après, ce ligand-là va passer au niveau du noyau et déclencher tout le processus inflammatoire. C'est ce qui m'amène à partager avec vous les différentes propriétés pharmacologiques. On va le voir, ça pourrait avoir un apport considérable lorsqu'on va choisir la bonne classe thérapeutique. Alors, je vais commencer sur l'action même du corticoïde, à savoir l'action sur les récepteurs au glucocorticoïde. Deux facteurs à prendre en considération. Tout d'abord, la lipophilie, c'est le pouvoir du corticoïde à se fixer sur les lipides, mais aussi l'affinité pour les récepteurs. Et en termes de lipophilie, ce tableau-là résume ce qu'il y a en termes de lipophilie et d'affinité pour les différents corticoïdes d'une façon générale, et notamment les corticoïdes par voie intranasale. On voit que le furoate de fluticasone, c'est le corticoïde par voie intranasale qui est la plus grande lipophilie, associée à une plus grande affinité pour les récepteurs au glucocorticoïdes. Cette valeur-là a été calculée sur la base de dexaméthasone, donc 100, et donc on a une affinité qui est de 3000 fois supérieure en termes d'équivalence à 100 de la dexaméthasone. Et c'est ce qui a permis de réduire la dose de corticoïdes journalière qu'on va utiliser pour traiter nos patients avec le fluticasone. On a besoin seulement de 110 microgrammes par jour. Et donc, vous voyez que plus cette affinité-là sur les récepteurs augmente, plus la concentration aussi au niveau du tissu nasal augmente, et vous voyez que le furoate de fluticasone, de par cette affinité-là, va avoir la plus grande
concentration sur le site d'action. En termes de dose thérapeutique, donc plus l'affinité est importante, ça a été démontré sur les études pharmacologiques qu'on a moins de doses de corticoïdes nécessaires pour traiter nos patients asthmatiques. En termes d'effets systémiques, la question qui se pose, on parle de traitement par voie locale. Pourquoi ce point-là d'activité systémique il est abordé? Parce que tout simplement, le produit, même s'il est donné par voie locale, je parle d'intranasal, mais aussi pour l'asthme et la BPCO, lorsqu'on donne les produits par voie inhalée, il y a un risque de passage systémique par deux voies, par la muqueuse nasale directement vers la circulation sanguine, ou bien une partie du médicament qui peut être déglutie, passage par le tube digestif, premier passage hépatique et après un passage au niveau de la circulation sanguine. Et donc, vous devinez que ça va donner un certain effet au niveau systémique, même si on va être en microdosage, mais ça peut engendrer à partir de certains dosages même une réduction de 20% de la cortisolémie systémique. Donc, c'est très important de prendre ça en considération et ça, c'est très important lorsqu'on va utiliser aussi chez les enfants. Ce tableau-là résume très rapidement le pourcentage de passage systémique pour les différents corticoïdes et on voit que les plus importants et qui passent d'une façon très importante, la circulation, c'est le beclométhasone, le budesonide, ceux qui ont un passage négligeable, le furoate de fluticasone, le furoate de mométhasone et le propronate de fluticasone. Et en termes aussi d'élimination systémique, c'est très important, ça va aider à éliminer très rapidement le produit. Là, c'est pour aussi parler de la dose qu'on va donner. Donc, on a besoin plutôt du volume qu'on va instiller, 200 microgrammes seulement. Et vous voyez que c'est l'une des doses ou du volume le plus faible utilisé. On va voir l'impact de cela après. Alors, d'où l'étude de l'index thérapeutique. Donc, c'est très simple. C'est un rapport entre une activité systémique sur l'impact de l'axe hypothalamo-hypophysaire et donc la cortisolémie systémique sur l'efficacité sur les voies respiratoires, la muqueuse nasale, entre autres. Lorsqu'on va, et ça c'est l'étude qui a été publiée récemment, donc lorsqu'on va combiner tous les facteurs qu'on a vus, la dose, l'efficacité et l'action sur la cortisolémie systémique. Oui. Parfait, j'ai ça devant mon minuteur, donc je vais essayer de respecter, Inch'Allah. Alors, donc, pour réduire la dose qui va engendrer une réduction de 20% de la cortisolémie systémique, elle est pratiquement 11 000 fois supérieure à la dose thérapeutique usuelle. Donc, un index thérapeutique le plus important de 101, et donc ça va minimiser, comme on l'a dit, au maximum cette activité systémique et c'est quelque chose de très important. Et donc, la corrélation, elle existe entre l'activité sur les récepteurs, mais aussi sur le passage systémique. Et donc, ça démontre bien qu'il y a une certaine différence entre les corticoïdes et c'est bien de prendre ça en considération. Je termine très rapidement par partager avec vous, dans les 5 minutes qui me restent, les propriétés du dispositif de l'Avamis qui contient bien sûr le furoate de fluticasone. Rappelez-vous de l'implication du patient dans sa prise en charge, du choix du traitement qui va donner un certain confort d'utilisation. Comme on a dit, c'est très important. Voici les particularités du dispositif de l'Avamis. J'espère que vous voyez ici le jet qui est en forme de nuage. C'est une brume qui aide à tapisser la muqueuse nasale et qui minimise au maximum le jetage postérieur, mais aussi le jetage antérieur. Un volume qui est très faible, 50 microlitres par pulvérisation. Un embout nasal qui est court, à bord émoussé, qui minimise au maximum le traumatisme de la muqueuse nasale. Ce que vous voyez ici, c'est le bouton de déclenchement latéral qui facilite la prise en main pour le patient, mais aussi pour donner pour une tierce personne, un enfant par exemple, ça aide à prendre le dispositif et de le déclencher en latéral, mais aussi ce qui est caché dans le dispositif, c'est la partie aussi la plus importante, c'est un mécanisme qui fait que, quelle que soit la force avec laquelle on déclenche la dose, dès qu'on entend le clic de déclenchement, on est sûr que la dose, elle est constante. Donc, c'est un mécanisme binaire, 0-1. C'est soit ça ne se déclenche pas, mais dès que ça se déclenche, automatiquement, c'est une dose constante de 25,5
microgrammes de furoate de fluticasone et de 50 micromillilitres de pulvérisation. C'est un produit qui est neutre en goût, en arrière-goût, sans odeur, et donc ça va faciliter donc l'acceptation du patient, et ça a été démontré, c'est ma dernière slide, ça a été démontré par cette étude-là de préférence de patients. On a comparé deux produits, le furoate de fluticasone et le furoate de mométasone, et un nombre plus important et d'une façon significative de patients ont préféré l'utilisation du furoate de fluticasone parce qu'il a donné moins de jetage postérieur, moins de jetage antérieur, un produit apaisant et moins irritant pour la muqueuse. En conclusion, donc, on a vu que la rhinite allergique, c'est une pathologie assez fréquente. Beaucoup de patients ne sont pas contrôlés d'une façon convenable de par le monde. Ça, c'est des chiffres qui émanent de toutes les études à l'échelle internationale. Ce qui est impactant aussi, c'est la mauvaise adhésion des patients à leur traitement. Et donc, l'acceptation de ces traitements-là, elle est très importante pour les patients. On a vu à travers les recommandations que les corticoïdes par voie intranasale, c'est la pierre angulaire en termes de traitement. Après, on peut associer, selon les stades de sévérité, d'autres thérapies, mais c'est une nécessité d'avoir un corticoïde inhalé. Et on a vu qu'à travers les différentes études pharmacocinétiques et dynamiques, et même l'étude sur l'index thérapeutique, que ces facteurs-là peuvent jouer dans l'efficacité, mais aussi l'effet systémique. Et pour conclure, un dispositif, donc le dispositif d'Avamis, qui va apporter une certaine aisance d'utilisation et un certain confort d'utilisation qui va aider le patient à mieux adhérer à son traitement. Je vous remercie vivement de votre présence, de votre attention. J'espère que la présentation a été claire pour vous. Je suis donc ouvert à toutes vos questions, et donc merci à la salle. C'est avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation excellente. Merci d'être présent parmi nous, même si vous êtes de loin, vous êtes dans nos cœurs. Des Tunisiens qui sont dans nos cœurs. On est vraiment très, pas seulement des amis. Donc, s'il y a des questions dans la salle, on va les poser. Il y a des questions pour le Dr Nasser? Est-ce que je peux avoir la webcam pour voir la salle s'il y a des questions? Merci. Non, pas encore. J'ai encore le fond de... C'est pas grave. Ah, c'est bon, maintenant c'est bon. C'est impeccable. Je pense que la présentation était très claire, était très nette. Parfait. Donc, on vous remercie beaucoup d'être présent. On remercie bien sûr les laboratoires GSK d'avoir sponsorisé cette présentation. Donc, merci beaucoup. Espérons vous voir chez nous en présentiel. Inch'Allah, vous êtes les bienvenus chez nous. Merci encore une fois et merci au laboratoire GSK. Merci, à bientôt. Shukran, mes salutations à tout le monde.